Eh bien, bonjour tout le monde. Vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel et Germaine n'est pas avec moi aujourd'hui. En fait, je me suis déplacé du côté de Toronto, dans un centre commercial, pour venir visiter le Nissan Studio, qui est un environnement où on peut magasiner des voitures. Normalement, on peut magasiner une gamme assez complète de voitures. Aujourd'hui, c'est un événement un peu spécial, par contre, parce qu'on nous a invités ici. Oui, je me suis tapé 5h30 d'autoroute très excitante sur la 401 pour m'en venir ici ce matin. Remarquez, je l'ai fait en BMW B8 Alpina, alors c'était pas si mal. Mais je me suis déplacé ici pour venir assister à deux dévoilements canadiens, des voitures que j'avais pu apercevoir l'automne dernier au Salon de l'Auto de Los Angeles, où elles avaient été dévoilées de façon officielle. Mais là, c'est la première fois qu'on les voit au Canada, ici dans le Nissan Studio. Je parle de la Nissan Z, évidemment, qui est derrière moi, qui va s'appeler Nissan Z. Il n'y a pas de 400Z, il n'y a pas de Z400, c'est uniquement le nom Z qu'on utilise. Et le Nissan Ariya à l'autre opposé, qui est le premier VUS électrique de Nissan, qui, rappelons-le, est le premier constructeur à avoir commercialisé de façon importante une voiture électrique sur le marché canadien. On peut aussi penser à Mitsubishi qui avait eu une IMIEV, mais le mot important et Mitsubishi dans la même phrase, ça ne marche pas. Alors, on va oublier ça. On va plutôt parler de la Leaf comme la première voiture électrique de masse à avoir été vendue chez nous. Alors, je pense que, bon, évidemment, je ne ferai pas un live comme je le fais à l'habitude, puisque je ne suis pas nécessairement en mesure de répondre à des questions, de commenter non plus, de par la façon dont je suis installé. Mais je vais vous présenter les deux véhicules comme tels, que je n'ai pas pu conduire, évidemment, parce que la route est assez petite ici dans le centre commercial, mais à tout le moins, on a eu des premières impressions. On n'a pas de prix. Même si je me permettrai de m'avancer sur le prix du Nissan Ariya, qui risque de ressembler à 98 du prix des autres véhicules électriques sur le marché. Alors ça va être assez simple. Mais dans le cas de la Z, on ne connaît pas les prix, mais c'est le seul détail qu'on ne connaît pas. Alors je vous invite à découvrir la voiture qui est juste devant moi. Il faut savoir d'abord que cette version-ci, c'est le modèle de lancement, une édition limitée qui est à peu près inaccessible parce que les quelques unités auxquelles on aura droit chez nous au Canada, bien, elles sont déjà vendues et les distinctions sont au niveau des roues, au niveau des garnitures qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors, c'est vraiment une édition spéciale, mais sur le plan technique, sur le plan mécanique, ça ne change pas par rapport à la Z qu'on va commercialiser chez nous et qui devrait arriver quelque part en mai, en juin chez les concessionnaires. Vous avez peut-être vu passer une première nouvelle à l'effet que les concessionnaires n'auraient qu'une seule Z de disponible pour l'année 2022. Ce n'est pas vrai, en fait. Les concessionnaires ont droit de commander une seule voiture et après ça, bien, ce sont les consommateurs qui, via le site de Nissan Canada, pourront commander leur voiture et ce, dès demain matin à 9 h. Alors, si c'est une voiture qui vous intéresse, et c'est vrai aussi en passant pour le Nissan Ariya, bien, c'est demain matin à 9 h que vous pourrez faire placer votre commande en ligne. Et c'est à ce moment aussi que vous pourrez découvrir tous les détails entourant les versions de la Z. Il y en a deux de façon officielle, une version sport qui fait office de modèle de base et la version de performance qui va offrir quelques éléments techniques supplémentaires, jantes plus larges, pneus plus larges, freins de plus haute performance. Un des éléments qui, pour moi, est primordial sur une voiture comme celle-ci et qui fait en sorte que je ne choisirais pas la version sport, c'est le différentiel autobloquant qu'on n'a pas sur le modèle de base. Et ça, je pense que c'est un oubli. Sur une voiture sport propulsée comme celle-là, je pense que ça va d'office. Alors, uniquement pour ça, j'irai avec la version de performance. Mais ça vient avec le modèle de performance. Et on a aussi la technologie qu'on appelle Rev Match, donc qui va permettre d'obtenir un exercice de talon-pointe automatisé avec la transmission manuelle, évidemment, pas avec l'automatique. Ça, c'est uniquement sur le modèle performance qui est ici. Sur le plan technique, bien, vous voyez, c'est une évolution, carrément, de l'ancienne génération. Les lignes, on les reconnaît tout de suite. L'habitacle, Dieu merci, c'est plus moderne que par le passé parce que ça commençait à vieillir sérieusement. Mais on se souvient que la Z, lorsqu'elle avait été lancée en 2009, on l'appelait 370Z. Elle remplaçait la 350Z qui avait été lancée en 2002 et qui était revenue sur le marché après plusieurs années d'absence sur le marché nord-américain. On avait abandonné la 300ZX en 1997 parce qu'on vendait cette voiture-là, imaginez-vous,
En 1997, tout près de 60 000 pour la version turbo compressée. Ça fait 25 ans. Et on ne connaît pas encore les prix de cette nouvelle Z, mais ça risque d'être pas mal en deçà du prix de la Z de turbo qu'on vendait il y a 25 ans. Alors, c'est vous dire à quel point le marché a changé. Évidemment, on conserve le même format que l'ancienne génération et c'est d'ailleurs la même plateforme. On conserve l'ADN. L'empattement a changé légèrement, mais on conserve exactement la même plateforme que l'ancienne. Et Nissan se défend en mentionnant que pour garder une voiture comme celle-là sur le marché, pour être encore capable de produire une voiture comme celle-là en petite série, parce que ce n'est pas un véhicule de masse comme un Nissan Rogue, bien, de développer une plateforme unique à pour une voiture comme celle-là, c'est pratiquement impossible sur le plan financier. Alors, on conserve la même plateforme qu'on a quand même retravaillée et à laquelle on greffe une nouvelle mécanique, mais encore là, une mécanique qui n'est pas nécessairement nouvelle puisqu'on l'emprunte à l'Infiniti Q60 ou Q50 S Red Sport. C'est un V6 biturbo de 400 chevaux, une superbe mécanique. J'aime beaucoup la plage de coupe de ce moteur-là. Et dans une voiture comme celle-ci, qui est évidemment plus courte, plus légère, plus sportive, ça risque d'être sérieusement intéressant. On n'a pas de données de performance officielles encore, mais on peut estimer un 0-100 km/h autour de 4,5 secondes. Alors ça risque d'être pas mal intéressant. Bon, elle sera disponible en plusieurs couleurs, évidemment, dont ce jaune que vous voyez là, jaune qui est identique à celui de la 300 ZX qu'on avait introduite en 1990. Alors, on joue la carte de la nostalgie chez Nissan avec le retour de cette peinture-là, qui risque d'être populaire, et c'est la seule qui est disponible sur cette édition spéciale qui a droit à des jantes forgées de couleur dorée, à quelques fioritures supplémentaires. Vous dire également que toutes les Nissan Z seront livrées avec le toit noir dans le cas des versions de performance. Et puis, je pense qu'on peut aller faire un tour à bord. J'essaie de me glisser élégamment à bord d'une voiture sport. C'est de moins en moins facile, ce qui trahit mon âge, mais sans blague, plus confortable que par le passé, bien que les sièges aient encore un maintien assez sévère. Alors, si vous êtes plutôt corpulent, ce ne sont pas des sièges qui sont conçus pour ça. Les sièges vous tiennent bien en place et l'objectif ultime avec une voiture comme celle-là, c'est la position de conduite. Ma seule déception au niveau de l'habitacle, hormis le fait que ce soit très sombre, c'est l'instrumentation qui est 100% numérique. On est à l'ère moderne de ce genre d'instrumentation-là qui coûte pas cher. Mais dans une sportive comme celle-là, dans une voiture qui s'adresse à des puristes, pour moi, d'avoir une instrumentation avec de vrais cadrans analogiques, j'aurais préféré. On conserve cependant les 3 cadrans traditionnels et typiques à la Z qu'on avait installés là sur la toute première Z en 1970. Alors ça demeure et c'est un point que j'aime bien, orienté vers le conducteur. Évidemment, bon, on a les technologies qu'on souhaite avoir, Apple CarPlay, Android Auto, bon système de son, système audio Bose qu'on a là-dedans. Dans le cas de la version de performance, on a le cuir, ce qu'on n'aura pas sur un modèle sport de base. Et sinon, ben, c'est une voiture à 2 places qui n'a pas comme principale vocation de vous offrir un niveau de confort exceptionnel et un niveau de luxe exceptionnel, mais au moins on s'est mis à la page, on a modernisé la voiture en conservant l'essence même de ce modèle-là qui est de procurer du plaisir au volant. Un truc qu'on retrouve de moins en moins dans le secteur automobile. Alors, j'ai bien hâte de mettre à l'essai ce modèle-là. Cette mécanique-là, avec la boîte manuelle à 6 rapports, on peut obtenir l'automatique à 9 rapports aussi, qui risque d'être populaire. Mais c'est une bagnole qui, moi, me parle personnellement beaucoup parce que des sportives qui s'adressent à des gens passionnés, on en a de moins en moins. Et un petit truc que j'aime bien, bien évidemment, comme c'est une mécanique turbo-compressée, vous allez avoir aussi le cadran qui vous indique la pression du turbocompresseur, comme dans les anciennes Nissan 300ZX Turbo, ce qu'on avait évidemment plus depuis le retour de la 350Z, qui est une voiture à moteur atmosphérique. Alors, les rivales de cette voiture-là sur le marché, il y en a de moins en moins. Évidemment, on peut penser à la Mustang, on peut penser à la Camaro, mais on peut penser surtout à des voitures qui sont
plus cher et difficilement accessible. Nissan nous promet que cette voiture-là pourra être rendue disponible dans une quantité dite raisonnable pour une sportive. On sait qu'actuellement, dans le contexte, ce n'est pas ce qui est le plus évident. On va prendre 2 secondes pour que je vous montre la mécanique et le coffre. Si on peut appeler ça un coffre, évidemment, parce que c'est une voiture qui a plusieurs qualités, mais qui n'est certainement pas d'offrir un espace cargo intéressant. Alors, c'est ça le coffre, il n'y a pas grand-chose. Et si vous voulez cacher des objets à l'abri des regards, bien, c'est à peu près impossible. Fait que ce n'est pas une voiture pour partir sur des longs voyages. En contrepartie, c'est peut-être un peu plus pratique que d'autres sportives comme la nouvelle Corvette, où là, bien, en raison de sa conception du moteur central, on perd énormément d'espace cargo. Fait que ça se fait. Vous pouvez glisser un sac de golf là-dedans, mais là, ça arrête les avantages. Et puis, comme je le disais, bien, un mot pour vous montrer ce qu'on a sous le capot. Capot qui n'est pas en aluminium. Alors ça m'a surpris. Il faut croire qu'il fallait couper à certains endroits. Bien, le capot est quand même assez lourd et on prend une broche pour le soutenir. Fait qu'on a coupé à certains endroits visiblement, mais sinon, bien, hormis le fait qu'on ait des plastiques qui diffèrent, c'est carrément la mécanique que vous allez retrouver sous le capot de l'Infiniti Q50 Red Sport, V6 3 litres biturbo, 400 chevaux qu'on jumelle, dans ce cas-ci, une boîte manuelle, ce qui ne s'était pas fait jusqu'à maintenant, puisque Infiniti ne propose pas l'option de la boîte manuelle sur ses modèles Q50 ou Q60. Et là, bien, on peut passer peut-être au Nissan Ariya qui est là-bas. On a des gens qui terminent de filmer le véhicule en ce moment, fait qu'on va leur donner un petit peu de latitude. Mais Nissan, bien, avec l'Ariya, c'est complètement une autre vision. Ce véhicule-là se veut évidemment le tremplin de la Nissan Leaf qui est commercialisée depuis une dizaine d'années. On a vendu plus de 450 000 Nissan Leaf sur le marché mondial depuis son lancement au cours de l'année 2010. Et elle demeure, la voiture, sur le marché, mais c'est beaucoup plus symbolique que par le passé. D'ailleurs, pour 2022, les Nissan Leaf sont sold out. Et on peut se demander pourquoi, parce que la pertinence d'offrir une voiture électrique sur le marché aujourd'hui est plus grande que jamais, surtout au Québec et surtout avec le prix de l'essence. D'ailleurs, je me permets de vous dire que en montant ici, en prenant l'autoroute 401, bon, évidemment, le litre d'essence se vend un peu moins cher du côté de l'Ontario ou du côté du Québec, où il se chiffrait à 1,64 $ ce matin au coin de la rue de chez moi. Mais un truc qui m'a impressionné ou qui m'a surpris du moins en prenant la route ce matin, alors j'ai pris la route avec une BMW B8 Alpina qui doit rouler avec de l'essence super. Bien, la BMW, j'ai dû faire le plein à 1,80,9 $ le litre ici en Ontario. Il y avait 28 sous d'écart entre le litre d'ordinaire et le litre de super sur le bord de l'autoroute 401, où, oui, il y avait énormément de camions, il y avait énormément de poids lourds qu'on voyait sur les routes, mais qui ne manifestaient pas. En fait, c'est un tremplin, l'autoroute 401, pour les poids lourds, on le sait. Alors, le litre d'essence est très coûteux, de plus en plus coûteux. Les voitures électriques sont de plus en plus prisées, sont de plus en plus importantes sur notre marché, surtout au Québec. Et la Nissan Leaf, malheureusement, sold out. On manque de véhicules. Elle revient pour 2023. Mais c'est certain que ce n'est pas la voiture électrique qui va retenir l'attention chez Nissan pour 2023, puisque ça, c'est le nouveau Ariya. Et là, je vais essayer, ou du moins tenter, de vous montrer... Bon, je vais vous montrer d'abord le nom du véhicule. Voici comment on l'épelle, voici comment on l'écrit. Et c'est sûr que chez nous, au Québec, ça peut sonner un peu étrange parce qu'on sait qu'un Ariya, c'est pas facile. Hein? C'est un méchant Ariya, bien, c'est compliqué, c'est un exercice à surmonter. Mais la signification même de Ariya pour les Japonais, ça semble être quelque chose d'à la fois très musclé et très noble, un mélange des deux. Un genre de Laurent Duvernay tardif, mais qui serait converti en véhicule, et c'est ce que ça donne. Mais ce véhicule-là se veut un produit bon à tout faire chez Nissan. Il y aura une large gamme de modèles. On partira avec une version roue motrice avant, 63 kWh de batterie, jusqu'à une version 4 roues motrices à 87 kWh de batterie. Et là, les autonomies varient et les puissances varient. Je me suis pris des notes, puis je vais être honnête avec vous, là, je les ai complètement oubliées. Il y a trop de modèles, trop de versions. Alors, je vais aller chercher mon papier. Le temps de vous dire que
Bon, alors je vous disais 63 kWh de batterie pour une version roue motrice avant, ça veut dire 214 chevaux, 221 livres-pieds de couple pour une autonomie de 346 km/h. Vous voulez une version de base avec rouage intégral, la puissance grimpe à 335 chevaux, 413 livres-pieds de couple, mais l'autonomie baisse à 328 km. Et ensuite, bon, on passe avec des versions à batterie de 87 kWh, 238 chevaux dans la version à roue motrice avant pour une autonomie, bon, qui est la meilleure à 482 km. Et ensuite, 426 km pour la version à 4 roues motrices, mais qui, elle, fait 389 chevaux et 442 livres-pieds de couple. Alors, il y aura une gamme très large et on peut évidemment deviner que le prix d'entrée de ce véhicule-là, bien qu'il ne soit pas annoncé au moment où je vous parle, sera 44 998 $ parce que tous les prix chez Nissan finissent par un 8 et parce qu'il faut être en bas des 45 000 $ pour être éligible au plein crédit gouvernemental de 13 000 $ chez nous au Québec. C'est nécessaire puisque tout le monde est là. Kia a dévoilé aujourd'hui les prix de sa EV6, 44 995. Même chose pour la Hyundai Ioniq 5. Même chose, en fait, pour la plupart des voitures ou des VUS 100% électriques qui débarquent sur notre marché actuellement. Alors, ça sera sans doute la même chose avec ce véhicule-là. Et la question, est-ce que le modèle de base qui sera offert à ce prix-là sera disponible? Est-ce qu'on souhaitera en vendre ou est-ce que rapidement, il va falloir payer 10 ou 15 000 $ de plus pour accéder à un véhicule qui est plus lucratif pour le constructeur, mais qui offrira aussi d'autres avantages, dont celui d'avoir une puissance un peu plus intéressante. Et là, je vais me placer du côté du conducteur, mais en tant que passager, puisque c'est un véhicule de spécification japonaise avec évidemment le volant à droite. Ça vous donne une idée de l'environnement dans lequel on se trouve, comment c'est dessiné tout ça. C'est très joli, c'est très linéaire, très spacieux. J'aime beaucoup cet environnement-là. C'est feutré. Évidemment, ça, c'est une version qui serait équivalent à notre modèle Platinum qu'on vendra chez nous. Donc, sans doute le modèle le plus luxueux. Il y aura un mode de régénération d'énergie. Donc, lorsque vous allez conduire, vous pourrez conduire comme avec une Nissan Leaf à une seule pédale. Mais c'est un environnement franchement impressionnant. Je trouve ça beaucoup plus joli. On a réussi, bien que ce soit, comme bien d'autres véhicules, l'histoire d'une planche de bord avec un gros écran, quelque chose de beaucoup plus esthétique que ce qu'on va retrouver, par exemple, dans un Mustang Mach-E ou une Tesla modèle Y, où vraiment tout l'esthétisme est basé sur un seul écran et le reste, c'est très banal. Alors ici, on a des teintes contrastantes, on a une attention au détail qui est intéressante. L'espace à l'intérieur est un point qui est un gros avantage. Il faut dire que ce véhicule-là, ce n'est pas le plus volumineux du segment. On parle d'un véhicule qui serait même plus petit qu'un Nissan Rogue en termes de dimension, mais qui va offrir un espace ou un espace habitable plus généreux que le Rogue pour des raisons qui sont évidentes. Alors, il y a beaucoup de dégagement au niveau des jambes. Un point, par contre, qu'il faut souligner, il n'y a pas de coffre à l'avant, puisqu'on a placé tout l'attirail mécanique dans le museau du véhicule. Et ça fait en sorte qu'on conserve un poids ou une répartition de poids qui est pratiquement égale à 50-50 par rapport à un véhicule conventionnel où là, ça serait totalement différent. Le Nissan Ariya n'arrivera pas tout de suite. On avait prévu de commercialiser ce véhicule-là beaucoup plus tôt, mais évidemment, avec toutes les contraintes qu'on connaît, ce véhicule-là arrive tardivement sur le marché. Malheureusement, on ne pourra pas le mettre à l'essai même avant la sortie du prochain guide de l'auto 2023. Ça débarquera chez les concessionnaires quelque part en octobre-novembre de cette année, comme modèle 2023. Mais encore une fois, dès demain, vous pouvez placer vos commandes pour ce véhicule-là sur le site de Nissan Canada. Et je ne suis pas là pour vous convaincre de l'acheter parce qu'il y a beaucoup d'offres de véhicules électriques sur le marché, mais on connaît actuellement le problème de pénurie de véhicules sur le marché. Il y a des constructeurs automobiles qui vous font patienter de façon complètement déraisonnable. Et moi, si on me dit que l'attente est de plus d'un an, bien, je lâche prise complètement. Ce n'est pas encore le cas, évidemment, heureusement, avec l'Ariya, en considérant que le véhicule va arriver, bien sûr, au mois de novembre ou octobre, mais patienter 2 ans et demi pour un Toyota RAV4 qui risque d'être désuet le jour où vous le recevrez,
ça n'a plus de bon sens. Alors, il y a de plus en plus d'alternatives qui arrivent sur le marché, que vous regardiez pour de l'électrique, que vous regardiez pour de l'hybride branchable ou n'importe quoi qui serait un peu plus économique qu'un véhicule à essence conventionnelle. Alors, je pense que c'est bon de faire ses devoirs. Alors, allez au moins chercher l'information. Et la bonne nouvelle avec un Aria, c'est qu'il y a une gamme de véhicules assez large. Donc, autant un véhicule d'entrée de gamme qu'un véhicule plus performant, plus luxueux, avec rouage intégral, ça sera disponible. Alors voilà, c'est ce qui complète le petit tour de table. Je salue mon ami Germain qui doit nous regarder en ce moment. Je n'ai pas vu, d'ailleurs, bon, on me confirme que c'est le cas. Fait qu'on sera de retour la semaine prochaine pour notre live traditionnel. Et en attendant, moi, je vais continuer de contempler ces deux véhicules-là avant de reprendre l'autoroute 401 en sens inverse, semble-t-il, dans une tempête de neige pour voir ce qu'une BMW B8 Alpina de 612 chevaux est capable de faire dans des conditions comme ça. Et je vous en parle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, tout le monde.